Bonjour à toutes et à tous, je prends la parole une fois n'est pas coutume avant d'introduire le générique de cette chaîne. Bienvenue, je tenais à prendre la parole puisque cet épisode est très particulier. Il introduit pour la première fois une série d'interviews exclusives de dirigeants, de leaders d'aujourd'hui et de demain qui ont des choses à vous partager, à vous dire. C'est pas le tout d'entendre les choses de ma bouche, il est surtout très intéressant de partager et d'échanger avec des dirigeants concrètement d'un point de vue opérationnel. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Comment ils ont transformé leur leadership et leur management. Je vous présente donc aujourd'hui Philippe Moriot qui a créé PM Expertise installé à Beuvry dans les Hauts-de-France. Je ne vais pas trop en dire, je vais le laisser se présenter. Je vous souhaite un excellent épisode et je vous dis à tout à l'heure en fin d'interview. Hello, je suis Natacha, coach certifiée en mindset chez Coaching Génération. Après des années en tant que cadre manager en industrie, je suis devenue coach consultante et formatrice et j'aide les entrepreneurs à faire progresser leur posture managériale et à se créer un écosystème vertueux. Si vous êtes à la recherche de techniques modernes, d'outils et d'astuces en management, leadership et d'une bonne dose d'énergie, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous inspirer, intégrer de nouvelles pratiques et insuffler une dynamique humaine et authentique dans vos équipes. Alors, installez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors bienvenue dans ce nouveau format podcast, je suis ravie d'être dans les locaux, Philippe, puisque l'objectif aujourd'hui c'est que tu puisses nous parler de ton activité, de ton expertise, mais aussi de ton rapport à ton équipe, au management, au leadership tel que tu le vois aujourd'hui. Comment vas-tu déjà? Ça va très bien et toi Natacha? Super, merci. La première question que j'aurais envie de te poser là, ce serait, parle-nous un peu de ton parcours, ton entreprise et la raison qui a fait que tu t'es lancé à ton compte. Donc bonjour à tous. Donc Philippe, je suis expert comptable. J'ai démarré mon entreprise en mars 2020, en pleine pandémie de Covid. À partir de rien, dans ma chambre, voilà, j'ai développé cette entreprise, j'ai prospecté, etc. Et aujourd'hui, nous sommes 14. J'ai donc 13 salariés et moi-même. Là, on ne travaille plus dans ma chambre. On a acheté des locaux qui ont été rénovés par un architecte. On a une belle activité, une belle équipe et une entreprise qui continue à se développer, qui continue à croître. Donc c'est très positif. Super. Vis-à-vis de cette activité, justement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur la croissance de ton équipe là, quand tu dis que voilà, ça fait un petit peu Steve Jobs, ça fait un petit peu Jeff Bezos, j'ai démarré dans ma chambre, dans mon garage, tu vois, voilà, les belles histoires commencent comme ça. C'est ça, c'est une belle histoire après à relativiser, hein. J'ai rien du tout de ces hommes. Mais en tout cas, oui, à mon échelle, j'ai pu croître, donc ça c'est cool. Jamais je m'étais imaginé pouvoir développer à ce point. Honnêtement, quand j'ai créé ma boîte, j'y suis allé pour l'aventure, etc. Mais jamais je me serais imaginé vraiment pouvoir arriver à mon stade. Bon, au départ, j'ai développé la boîte avec du marketing digital parce qu'on était en plein Covid, on ne pouvait pas rencontrer les gens. Je suis mis sur des plateformes aussi bêtes que Le Bon Coin. Le Bon Coin, Malte. J'ai aussi une personne qui m'a accompagné sur le marketing digital en fait, qui mettait en place une page web sur laquelle les personnes pouvaient me contacter. Donc c'était une mise en contact. Et puis en face de cela, bon, il fallait que je le rémunère à hauteur de 10% de commission. 30 euros par prospect, mais en tout cas, ça m'a apporté un flux de prospects et le retour sur investissement était très bon, donc je l'ai gardé. Et c'est sur le marketing digital où j'ai commencé à développer vraiment ma boîte en 2020. On va dire que en 2020, je suis passé de 0 à 70 000 euros de chiffre d'affaires grâce à ça. Ensuite, le marketing digital a laissé un peu plus de place au réseau, donc j'ai pu ensuite développer comme ça avec du bouche à oreille, etc. J'ai rencontré les gens et puis j'ai une activité de prospection, on va dire, plus traditionnelle pour un expert comptable. Et aujourd'hui, en fait, on a des partenaires tels que la BGE, on a des partenaires tels que Artois Initiative qui nous envoient des prospects qu'on rencontre et qu'on conseille pour justement une création de société. Souvent, c'est des créations de société qu'on accompagne. Ok. On est sur une base approximativement de 15-20 000 euros de contribution par mois. Donc ce qui nous procure une certitude de développement à chaque fois chaque année on peut faire plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. En plus au début j'étais seul, après j'ai eu des salariés, etc. Le fait d'avoir aussi, et ça il faut le dire, une bonne équipe, une belle équipe qui est autonome, avec maintenant une assistante de direction,
avec une responsable juridique, avec une personne qui fait le social, avec des comptables qui sont autonomes, où je n'ai plus besoin de prendre trop de temps dans la supervision ou bien des tâches qui ne sont pas directement au développement. Le fait de faire ça, en fait, on a aussi une puissance de développement supplémentaire. En fait. C'est grâce à la délégation aussi. Et puis aussi le fait qu'on ait un service juridique, un service social, on a aussi des techniques et des compétences supplémentaires. C'est beaucoup plus simple. Ouais. Alors tu sais que la délégation, on va en parler parce que c'est un sujet qui touche aussi les auditeurs de cette chaîne sur un plan international. Pour les personnes qui nous écoutent, effectivement, Phil, toi tu es basé dans les Hauts-de-France, à côté de Beuvry. C'est ça. Pour situer un petit peu chez PM Expertise. Tu as parlé du fait qu'effectivement tu es passé de seul à développer une équipe. Dans quel état d'esprit on est quand on décide de passer seul à je vais recruter une équipe? Bon, déjà, quand on crée sa boîte, le but c'est d'avoir des prospects, c'est d'avoir des clients. Donc au début, on développe. Et à un moment donné, à force de développer, parce que je tiens quand même à le dire, quand on crée une boîte, en général, il faut développer. Faut pas commencer à se poser 50 questions. Le but c'est vraiment de développer. À partir de novembre-décembre, je me suis rendu compte que je travaillais du lundi au dimanche, énormément. Que j'avais aussi finalement de l'argent qui se cumulait sur mon compte aussi. Donc j'avais quand même, financièrement, j'avais une situation. Et c'est cette situation financière qui était à l'instant T telle qu'elle était, avec une trésorerie qui est intéressante. Le fait que j'ai une masse de travail assez conséquente. Le fait aussi que je me suis dit, avec une certaine confiance aussi en moi, de me dire ça va pas s'arrêter demain. Vous voyez, je développe tous les mois, je suis mon développement, etc. J'ai une belle visibilité en plus. Parce que même quand on est expert comptable, c'est des contrats de mission récurrents, etc. Donc ces différents éléments m'ont donné la puce à l'oreille et je me suis dit il faut que je recrute. Après, j'ai la chance d'être expert comptable, donc de connaître un peu, de savoir faire des prévisionnels, de savoir combien me coûte un salarié, etc. Donc je me dis, voilà, on met un salarié avec son coût face au chiffre d'affaires que j'ai, la trésorerie que j'ai, etc. C'est évident qu'il faut recruter. Voilà. Et en fait, à ce moment-là, également, on se posait la question, et je vois beaucoup de chefs d'entreprise qui font pour moi, selon moi, une erreur, mais après, tout dépend de ce qu'on souhaite, où on souhaite aller. Mais en fait, à ce moment-là, j'aurais très bien pu me dire, par exemple, je recrute mon premier salarié, j'ai envie de me sécuriser, donc de prendre un alternant. On a des ailes, ça coûte pas grand-chose, etc. C'est vrai. Sauf qu'en fait, il faut bien comprendre une chose, c'est que le premier salarié pour moi, si on veut développer, il faut que ce soit quelqu'un d'autonome. Parce que moi, je savais que je n'aurais jamais eu le temps de gérer un alternant. J'aurais pas pu. Parce que l'alternant, il n'est pas autonome, il faut le superviser, etc. Et moi, comme je voulais développer, j'ai pris le choix de recruter quelqu'un d'autonome, de manière à ce que je puisse ensuite, moi également, développer un business. En fait, pour moi, l'alternant, il faut le recruter une fois qu'on a une équipe qui est autonome, qui puisse gérer cet alternant. Donc c'est le choix que j'ai fait, en tout cas, recruter une personne qui était autonome, qui avait des compétences, qui pouvait gérer le relationnel client, qui pouvait gérer la production, qui avait quand même une certaine compétence, qui ne nécessitait pas que je regarde à chaque fois. Et moi, mon choix a toujours été aussi de faire confiance en mes salariés. Parce que le fait de faire confiance en mes salariés, quitte à ce qu'ils ne fassent pas forcément bien, quitte à ce qu'ils fassent des erreurs, ça coûte beaucoup moins cher en soi que ne pas faire confiance, avoir des dossiers qui sont carrés, etc. Mais perdre du temps justement à les suivre. Ce que tu dis là, c'est extrêmement important. Dans le sens où, pour tous ceux qui nous écoutent aussi, c'est vrai, le choix de l'alternant, de démarrer petit, en se disant qu'on va développer la jeunesse, etc. Ça peut être aussi quelque chose dont on se dise, on a une mission sur le territoire local d'accompagner les jeunes. Et en même temps, ce que tu nous dis, c'est que stratégiquement, si le développement est là, si c'est une vraie volonté, vaut mieux investir durablement tout de suite sur quelqu'un en CDI, sur quelqu'un qui va être autonome rapidement et à qui tu vas pouvoir déléguer en toute confiance. Ah, exactement. Mais c'est pour ça que je dis, selon moi, c'est aussi à dire que chaque chef d'entreprise, chaque entrepreneur n'est pas obligé de vouloir développer une boîte comme je ne sais quoi. Certaines personnes peuvent très bien vouloir rester. En fait, ce qui est bien, c'est quand on est chef d'entreprise, on choisit ce qu'on veut. On va dans la direction que l'on souhaite. Et je comprends tout à fait que des chefs d'entreprise se disent je souhaite recruter un alternant parce que je souhaite former la jeunesse, etc. Je souhaite avoir une personne à mon image, etc. Et puis ensuite développer un peu plus doucement. C'est pas négatif. Mais en fait, ce qu'il faut pas, pour moi,
recruter un alternant parce qu'on a envie de former la jeunesse, etc., c'est très bien. Par contre, les personnes qui veulent recruter un alternant parce qu'ils ont par peur, par contre, c'est pas bon. Voilà. C'est là où voilà, ça m'intéressait que tu parles aussi de ça dans ce podcast, puisqu'on est vraiment autour du mindset du dirigeant, de l'état d'esprit, du leadership en fait, de comment est-ce qu'on se positionne dans son entreprise. J'ai bien compris le moment où tu as décidé de recruter, comment tu t'es pris, mais du coup, quels ont été pour toi, quand tu avais cet état d'esprit-là de dire je vais faire confiance, je vais investir, selon toi, c'était quoi tes premiers questionnements, tes principales difficultés, quand bien même tu es là pour faire confiance? Mes premiers questionnements au niveau. Une fois que j'avais recruté ou C'est ça, avant de recruter? Une fois. C'est vrai que le premier recrutement c'était une première expérience parce que dans mes expériences passées j'ai jamais managé. Donc en fait quand on a un premier salarié on passe de tout seul à être avec une personne et ça change beaucoup parce qu'on travaille plus que pour soi, on travaille aussi pour une personne. Et le plus dur quand on manage, pour moi, en tout cas avec cette personne, c'est qu'on a cette personne a des besoins spécifiques, des craintes, des peurs, des aspirations, qui pour moi ne sont pas forcément, dans ma structure de personnalité, ne sont pas forcément comprises ou en tout cas que je n'aurais pas. Vous voyez moi par exemple, je vous donne un exemple, moi j'aime bien aller à l'aventure, prendre des risques, etc. Et en fait je me rends compte petit à petit au fur et à mesure où j'avance que ce genre d'aspiration, pas tout le monde a ça. En fait. Et donc, on a en effet des craintes à gérer, des aspirations qui sont spécifiques, qui sont pas propres à nous. Et donc, en fait, on est obligé d'avoir un effort d'adaptation. On doit s'adapter. On doit aussi être dans le compromis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, on peut pas dire toi tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Il faut accepter. Parfois, par exemple, je vous dis une bêtise. Le collaborateur, elle avait déjà par exemple, je lui ai demandé de faire un dossier. Sauf que c'était un dossier, il y avait du rattrapage, où il y avait beaucoup de choses chronophages. En fait, moi, quand j'ai recruté cette personne, je me suis dit, bon, c'est bien, on va pouvoir lui donner ce genre de choses aussi. Enfin, il va gérer un portefeuille. Ouais. Donc, on lui donne des dossiers, d'aussi bien comme mauvais, comme pourri, etc. Et en fait, je me suis vite rendu compte que donner par exemple à un collaborateur des dossiers pourris, bon, bien sûr, après, il faut aussi que tout le monde fasse son effort, mais en tout cas, avec cette personne, je ne pouvais. Il fallait que je mette les mains dans la merde, en fait, un petit peu, entre guillemets. C'est-à-dire que je peux pas lui dire fais ce dossier. Non, ce dossier, ça stressait le collaborateur. Ça lui donnait des émotions négatives, etc. Et donc, c'était mon rôle, en fait, de devoir travailler avec lui. Je pouvais pas lui dire comme un pape, vas-y ça, t'es payé pour ça, et puis voilà, t'es payé pour ça, tu te démerdes. C'est pas possible. C'est pas possible, d'autant plus qu'on est dans un secteur, l'expertise comptable qui est concurrentiel. Donc la personne, si c'est ce genre de petites choses qui peuvent la démotiver. Et en fait, un salarié démotivé, il n'y a rien de pire qu'un salarié démotivé. Donc en fait, j'étais obligé, mais c'était mon rôle aussi, c'est de mettre ma main à la pâte et en fait de gérer les merdes entre guillemets. Et en fait, j'ai appris quand j'étais seul avec ce salarié, après ça change un petit peu maintenant. Mon rôle de manager, c'est avant tout d'aller là où c'est pourri, d'aller là où il y a de la entre guillemets de la merde un petit peu. Et puis le salarié en fait, faut pas trop le mettre. Il faut le mettre sur des dossiers qui sont faut pas lui faire des choses. Faut le préserver dans son travail. Donc ça c'est important. Ouais. Préserver son travail. Autre chose que j'ai appris avec ce salarié, c'est aussi évidemment, c'est mon mode de management. Mon but c'est que le travail soit fait, que le client soit satisfait, que le travail soit bien fait. Je ne veux pas qu'il fasse exactement ce que je fais. C'est-à-dire qu'il a sa propre méthode. En fait, j'ai pas besoin d'un clone. Voilà, c'est une personne qui donc chaque salarié, en fait, il faut attendre d'elle qu'elle fasse un travail qui est parfait comme on voudrait qu'il fasse. C'est pas possible. On peut pas avoir une personne qui va être autant impliquée que nous, mais c'est normal qu'il soit pas autant impliqué que moi, parce que moi j'ai ma boîte, lui c'est un salarié. Donc, mais on peut pas attendre de cette personne qu'elle soit autant impliquée. Voilà. Donc il y a toutes ces choses qu'il faut bien comprendre. Non mais t'as raison, c'est-à-dire que c'est ce que tu dis là, c'est le souhait qu'on entend chez beaucoup de dirigeants. De dire j'aimerais que mes salariés soient comme moi. J'aimerais que mes salariés gèrent comme moi. Ce que tu nous dis, c'est que c'est impossible. Voilà, c'est impossible.
C'est absolument impossible. Les salariés ont leur personnalité, ont leur propre personnalité. Moi, j'avais toujours dit que j'ai créé ma boîte et que j'ai mon premier salarié. Je suis que j'étais un peu comme une sorte de chef d'orchestre, c'est-à-dire que j'ai des ressources qui ont leur capacité, leur talent, leurs difficultés, etc. Et en fait, mon rôle, c'est avant tout de les guider pour qu'elles se sentent bien au travail et pour qu'elles travaillent avec leurs forces. Parce que après, il faut bien comprendre aussi une chose, et ça, moi, je l'ai bien compris, c'est que les salariés, ils ont des capacités que vous n'avez pas. Moi, je n'ai pas certaines aptitudes. Enfin, j'ai une équipe de 13 personnes. Chacune des 13 personnes est plus intelligente que moi dans certains domaines. Et moi, je souhaite recruter des personnes plus intelligentes que moi en tant que salarié. En fait, on est comme une équipe de foot. Moi, j'ai mon rôle à développer la boîte, etc. Et les salariés ont chacune leurs propres aspirations, leurs propres rôles. Et ils sont bien meilleurs dans leur poste que moi je ne le serais si j'étais à leur place. Et c'est intéressant ce que tu partages parce qu'on perçoit bien là, quand tu parles de ça, du moment où tu étais dans ta chambre à développer ton entreprise, jusqu'à la prise de conscience de dire ok, je travaille 7 jours sur 7, il y a un sujet, sachant que j'ai de l'argent, je vais recruter, mais stratégiquement, je vais recruter, c'est pas de l'alternance, hein, c'est un recrutement. Jusqu'à tes premières difficultés, de prendre conscience que ben non, les salariés peuvent pas être comme toi, ne seront pas comme toi, qu'ils ont leur propre personnalité. Alors c'est vrai qu'on a ça en commun, c'est-à-dire qu'effectivement dans cette chaîne, je parle énormément de Processcom, de la grille de lecture de personnalité qui est Processcom, et ce qu'on peut en faire. Tu nous l'as un petit peu donné tout à l'heure en disant j'ai une certaine structure de personnalité, les salariés en ont une autre. Comment tu as pris conscience qu'il fallait à un moment donné et comment tu t'y es pris pour développer ton leadership? Ça s'est fait avec l'expérience déjà. Ça s'est fait en effet avec l'expérience d'un salarié, avec les difficultés qu'on a eues, surtout dans les difficultés, dans les périodes un peu plus difficiles que j'ai développé ça. Ça s'est fait avec des formations donc sur le leadership. Ça s'est fait aussi avec Processcom, aussi avec vous, avec Processcom. Et en fait, tout simplement, en observant, en travaillant, on travaille avec des gens, on se rend compte. Moi, j'ai toujours, après, c'est aussi parce que j'ai une structure de personnalité qui est plutôt dans le laisser faire. C'est-à-dire que moi, tant que si le travail est bien fait, je fais confiance. Et j'ai vraiment pas envie de m'impliquer. En fait, comme un développeur, j'ai pas envie de perdre du temps à superviser, etc. Enfin, c'est pas du temps, mais je préfère faire autre chose. Après, en discutant avec eux, en faisant des réunions, en fait, on se rend compte qu'on a vraiment une équipe. Enfin, moi, j'ai une équipe auquel je fais confiance. J'ai une équipe qui est compétente. Et donc, à partir de là, j'ai aucune raison de ne pas faire confiance à ces gens. Après, j'ai eu des cas difficiles. J'ai eu des salariés qui étaient plus difficiles, etc. J'ai dû m'en séparer. Mais en fait, l'idée pour moi, c'est on a une bonne équipe. Donc on la garde, voilà. Je ne cherche pas la perfection, c'est surtout pas. Pour moi, l'erreur du manager, c'est aussi chercher la perfection. Quelqu'un qui veut absolument du 100%, etc., c'est pas possible. Moi, il y a plein d'erreurs qui sont commises chaque jour. Moi-même, je commets plein d'erreurs. Mes salariés font des erreurs, etc. Moi, quand mes salariés font une erreur, vous voyez, s'ils en font une, je ne vais pas les blâmer, etc. En fait, j'accepte, il faut accepter les erreurs. Et pourtant, je me permets, parce que là, dans ta personnalité, tu me dis tout à l'heure, je suis un développeur, c'est le côté promoteur en fait qui ressort fort quand tu parles comme ça. Et en même temps, pour accompagner beaucoup de promoteurs, il y a quelque chose qui est commun dans cet ordre-là, qui est la frustration que les choses n'avancent pas aussi rapidement que eux veulent. Comment tu gères ça, sachant que, comme tu dis, la perfection n'existe pas? Comment tu gères cette frustration? De ne pas avancer aussi vite que C'est ça. Dans ce côté développeur. Bah déjà, en fait, je n'ai pas la frustration par rapport à mon équipe parce que mon équipe, elle n'a pas le rôle de développer. Mon équipe, elle a le rôle de produire. Je porte la responsabilité moi-même du fait de développer mon entreprise. Donc les choses ne vont pas assez vite, en effet, j'essaie de trouver des solutions en fait. Après, je peux être frustré, mais en soi, je me dis que là, l'entreprise, elle se développe déjà suffisamment bien. J'aimerais bien faire plus, mais je me dis, bon, ok, on est quand même à un bon niveau de développement. Il y en a qui font plus, etc. Mais après, par rapport à il y a quelques années, je suis moins dans la partie aussi vouloir développer. Parce qu'après, à un moment donné, on se dit à quoi bon développer à foison. T'avais parlé
Si tu regardes Elon Musk, etc., bon, bah, voilà, je pourrais me mettre à son niveau. Bon, si je suis frustré dès que quelqu'un développe plus vite et mieux que moi, où vais-je aller? Donc après, en ce moment, tu vois, je veux dire, en ce moment, je suis dans une optique de me dire, ok, euh, le cabinet, enfin, le cabinet tourne en fait. On a une belle équipe, on a un développement qui continue, on a une bonne notoriété du cabinet, on a des beaux logos, tout va bien, tout va bien. J'essaie maintenant, là actuellement je suis dans une phase où j'essaie de trouver quel bouton actionner pour pouvoir développer plus vite. Je le trouve pas pour l'instant. Je suis aussi dans une phase de ma vie où je me concentre peut-être sur d'autres domaines, j'ai besoin aussi peut-être d'autres choses, de m'épanouir un petit peu ailleurs aussi, parce que j'ai quand même, je sors de 5 ans où le cabinet était dans ma tête nuit, jour, 7 jours sur 7. Donc là, j'essaie aussi de m'épanouir ailleurs que dans le cabinet. Donc frustré, je suis pas tellement frustré par rapport au développement du cabinet. J'ai toujours cette volonté de progresser et de m'améliorer. Parce que ça, c'est ça qui me fait vibrer, c'est améliorer, développer, c'est aller plus vite, etc. Mais là, je suis pas frustré. Je me dis que j'ai un bon niveau. Vous voyez, c'est comme si je faisais du sport, je faisais 38 minutes au 10 km. Bon, je suis content de faire les 38 minutes, j'aimerais bien aller plus vite, mais j'ai quand même déjà un bon niveau. Je connais des gens qui développent mieux que moi, beaucoup développent moins bien que moi. Donc après, en donné, si vraiment je voulais développer plus, etc., il faudrait que je travaille davantage, que je m'assise davantage, etc. Bon, où va-t-on? Où va-t-on? À quoi Moi, bon? je tiens quand même, voilà, à quoi bon? Après, la santé, empathie, etc. À un moment donné, le sport, c'est important. À un moment donné, la culture d'autres choses, c'est important. Il faut aussi sortir du guidon. Il faut sortir la tête et regarder un peu la vie qu'on a. Ouais. Donc tu dirais que là où tu en es dans ta vision d'entreprise, c'est aussi de réintégrer ta vision plus personnelle des choses pour retrouver un équilibre. C'est moi qui le dis, mais est-ce que c'est une forme d'équilibre de vie que tu cherches Ouais, actuellement, c'est ça? actuellement, c'est ça. Ok. C'est une sorte d'équipe de vie. Bien évidemment, en place comme le cabinet et la boîte, c'est quand même quelque chose qui me structure, qui est hyper important. Et là, je suis pas en train de dire que je compte lâcher, etc. Non, je quand même. Mais je souhaite en effet un peu plus d'équilibre de vie. Voilà, voilà. Après 5 années de bons et loyaux services, nuit et jour, C'est ça. dans cette entreprise, Ouais. de pouvoir retrouver une forme ouais, d'épanouissement personnel en fait à un moment donné. Et ça c'est hyper important parce que sans épanouissement personnel, on peut être vite fatigué, frustré et puis émotionnellement impliqué, trop impliqué, ce qui fait qu'on perdrait sa clarté d'esprit et du coup une vision d'entreprise qui serait floutée, en tout cas biaisée par des émotions plutôt désagréables ou en tout cas un manque de clarté en fait sur l'entreprise. Hein. Ouais, tout est lié en fait. Bah oui. Je compare parfois le créateur d'entreprise avec un sport de haut niveau. Pour performer, il faut que toutes les planètes soient alignées. Il faut se sentir bien soi-même, il faut se sentir bien avec soi, il faut avoir une bonne santé, il faut connaître aussi, on peut dire l'amour par exemple, il faut s'épanouir intellectuellement, enfin il y a tous ces éléments. Euh, si on n'est pas épanoui en soi, personnellement, pour être épanoui personnellement, il faut que tous les éléments de la vie soient positifs. Ou en tout cas, bon, tout ne peut pas être positif vraiment, mais faut en tout cas qu'on n'ait pas qu'une chose sur laquelle compter. Tu parlais des besoins spécifiques tout à l'heure, mais des tiens en fait. Donc Voilà. on a tes besoins C'est spécifiques à toi. Mes propres besoins, il faut qu'ils soient au rendez-vous, il faut qu'ils soient satisfaits. En fait, le client, après, les collaborateurs, etc., les partenaires vont sentir qu'on est épanoui. Moi, de toute manière, je n'arriverai pas à convaincre des gens à bien manager, à bien développer ma boîte si je ne suis pas épanoui personnellement. C'est pas possible. Ouais. C'est impossible. C'est impossible et du coup, d'où c'est dingue, hein, on en revient toujours à la même chose à la fin, c'est comment je tiens compte de moi dans l'équation de ma boîte, quoi. Ouais. Comment je tiens compte de moi dans mon management. Tu dirais que ça, est-ce que tu as eu un déclic à un moment donné qui t'a fait prendre conscience que cet équilibre-là était peut-être stratégique pour ta boîte? À quel moment tu as fait ce switch-là? Comment tu t'y es pris? En fait, j'ai eu une sorte de petit choc à un moment donné, une remise en question, quelque chose comme ça. En fait, si tu veux, pour te remettre dans l'histoire, donc j'ai travaillé chez moi donc 2020 pendant 9 mois, 9-10 mois. Après, j'ai recruté mon salarié, j'ai travaillé ensuite dans un centre initial, en fait, une sorte de pépinière d'entreprise. On était dans un petit local de 20 mètres carrés.
Et puis on a développé et à un moment donné, se poser la question d'avoir nos propres locaux. J'ai acheté, on a fait les travaux, etc. On a beaucoup été investi pour pour les locaux. Et en fait, l'achèvement des locaux, c'est fait. On avait l'inauguration aussi, on a fait une inauguration où j'ai parlé, voilà, j'ai fait mon discours devant 100 personnes à peu près. Et en fait, la création de ces locaux, de Beuvry ici, ça m'a fait un petit peu une remise en question. J'ai pas, étrangement, je me suis pas dit, waouh, je suis trop content, etc. J'ai bien développé, je me suis dit, mais là pendant 3 ans, j'avais la tête dans le guidon, etc. J'étais un peu dans l'obscurité à développer, etc. Là, j'ai mes locaux, bon voilà, c'est bien. On a un cabinet qui se développe, mais moi dans tout ça. Et je me suis oublié. Et donc c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu une forme de dépression, je pense, pendant quelques mois. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, il faut que tu trouves un certain équilibre. Parce que, et quoi, tu auras 10 cabinets à 50 ans, mais tu vas être... est-ce que tu es heureux? Ouais. Est-ce que tu es heureux, Philippe? Ouais. Et n'est-ce pas le plus important? Ça sert à quoi d'avoir du pognon, des entreprises, etc. Si au final il te manque quelque chose. Ouais. Voilà, la nécessité de retrouver l'équilibre, etc. c'est faite lorsque je me suis retrouvé dans ces locaux. Ouais. Après, je te dis pas que là, à l'heure actuelle, j'ai un équilibre et je suis le plus heureux des hommes, mais en tout cas, j'ai compris ça. T'as compris ça. C'est marrant parce que du coup, je me vois, quand tu dis, quand j'ai fait ce discours face à 100 personnes, où à un moment donné je me suis dit, et moi en fait là-dedans, est-ce que je suis heureux, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut la peine de... Voilà, et c'est ça, c'est l'épanouissement personnel, encore une fois, à quoi bon développer, mener des visions d'entreprise, faire atteindre des chiffres faramineux sans être heureux, à quoi bon en fait, hein, Exactement. tout à l'heure, c'est marrant, on a introduit ça en parlant de notamment Steve Jobs pour Apple et compagnie, c'est ce qu'il a matérialisé à la fin de sa vie, mais alors lui, c'était à la fin qu'il a compris ça. Et c'est le trait commun aussi, et je pense que c'est cette tendance, tu sais, post-Covid aussi, avec ces entrepreneurs qui adoptent de plus en plus le slow entrepreneuriat, c'est-à-dire le fait de dire doucement mais sûrement, développer oui, mais pas à n'importe quel prix, et du coup sous couvert des compétences que j'ai envie de développer, mais aussi de cet équilibre de vie, quoi. Ou est-ce que je suis heureux dans ce que je fais? Est-ce qu'il ne faudrait pas, et les entrepreneurs, même des dirigeants qui avaient une équipe, j'ai notamment quelqu'un en tête là, qui avait une équipe de 7-8 personnes, et qui l'année dernière m'a dit, petit à petit je suis en train de réduire la voilure pour pourquoi pas revenir seul. Ouais, c'est dingue, hein. Bon, c'est un phénomène récent, hein, ça peut aller jusque là, mais j'entends que toi c'est déjà... Non. Voilà, mais c'est pas ça du tout, mais c'est déjà toi te remettre dans l'équation, toi, quoi. Ouais, c'est ça. Bah ouais. En fait, moi, ce qui me fait vibrer avec cette entreprise, parce que moi, le slow entrepreneuriat, etc., c'est pas du tout ma façon de penser, etc. D'autant plus que j'ai dans ma philosophie de vie un peu... j'aime bien dire que je suis un peu un gladiateur, c'est-à-dire que j'y vais, quoi. J'y vais... j'aime les difficultés, j'aime les risques, ça me fait vibrer, tu vois. Les défis. C'est un peu un jeu vidéo, je joue, là, je vais de l'avant, etc. Et je pense qu'un chef d'entreprise, moi je respecte beaucoup les chefs d'entreprise justement qui s'investissent énormément. Au début en tout cas. Les chefs d'entreprise que je respecte totalement, mais qui créent une entreprise avec un but important, c'est ça ne plus avoir un employeur et avoir un équilibre de vie stricto sensus, c'est-à-dire faire du 35, etc. Moi, j'appelle pas ça des chefs d'entreprise, j'appelle ça des entrepreneurs. J'ai une différence entre entrepreneurs et hommes d'affaires, voilà, c'est ça. D'accord. Ces entrepreneurs, pour moi, mais ce sont pas des hommes d'affaires. Alors, je sais que je suis un clivant quand je m'exprime comme ça. C'est pas moi ce que j'entends du chef d'entreprise qui prend des risques, etc. Enfin, moi, j'aime les gens qui portent leurs couilles, qui prennent des risques,
qui vont de l'avant, qui rencontrent des difficultés, qui surmontent ces difficultés, tu vois, c'est un peu ce... Puis qui vont chercher, Voilà. c'est-à-dire j'ai une Qui difficulté, vont je chercher reste pas avec. voilà, Quoi. qui se réinventent, qui vont chercher du business, qui ont un impact, etc. Les personnes qui se disent bon voilà je quitte mon employeur ce qui me faisait chier et puis je vais simplement là développer tranquillement sans prendre de risques parce que c'est pas forcément en tout cas je respecte totalement ce genre de personnes mais c'est pas le genre de personnes qui m'inspire. Okay. Ça ne m'inspire pas du tout et c'est pas du tout ce que je veux être. Bon. Mais bien évidemment après c'est ma vision des choses et je respecte totalement les gens parce que je sais aussi que moi, j'ai aussi mon profil, j'ai aussi mon expérience perso, j'ai aussi mes difficultés personnelles aussi, qui sont assez... voilà, j'ai eu une enfance assez complexe, etc. Je me suis construit petit à petit, et je suis célibataire, j'ai 34 ans, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de famille. Porter mon discours devant des personnes qui sont pères de famille, qui ont 3 enfants, etc. Je peux pas... toute chose gardée, en fait. Je porte mon discours de mec de 34 ans, c'est de faire son enfance, j'ai que moi à gérer, entre guillemets. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur versus un homme d'affaires dans le cadre de son développement? C'est quand même deux salles, deux ambiances, je dirais. C'est pas les mêmes conseils du coup, que tu donnerais aujourd'hui. Ça. Après, ça dépend de l'entrepreneur s'il a une volonté de se développer ou pas. Mais... les conseils, justement, surtout en termes de leadership, tu vois, là on est sur il y a une certaine posture à avoir, une certaine posture, un état d'esprit à développer. Tout en développant sa boîte, ce dont on parle depuis tout à l'heure. Alors pour rencontrer des entrepreneurs régulièrement, je m'aperçois que les profils qui réussissent peut-être le mieux, ce sont des personnes qui déjà d'une part sont authentiques. C'est-à-dire que le chef d'entreprise qui réussit n'est pas forcément le mec qui est extraverti, qui va parler de soi, c'est loin de ça. Hein. C'est la personne qui est authentique, introvertie ou pas, hein, qui écoute aussi, qui respecte les gens, qui parle pas toujours de soi, qui écoute les gens, prendre soin de ses partenaires, prendre soin de ses clients, prendre soin de ses salariés, qui a une certaine bienveillance et qui n'a pas forcément envie non plus toujours de se mettre en avant. Et aussi ce sont les gens qui ne se racontent pas d'histoire. J'avais vu Carlos Ghosn qui faisait un reportage justement qui disait les vrais chefs d'entreprise ne doivent pas se raconter d'histoire. À un moment donné, ils ont une difficulté, qu'ils arrêtent de mettre la difficulté sur telle personne, etc. Enfin, c'est pas à un moment donné, il faut se remettre en question en tant que chef d'entreprise. Il faut porter sa responsabilité. Trop de personnes disent c'est compliqué parce qu'il y a trop de taxes. Ou bien il y a un salarié qui est comme ça. Les salariés ils travaillent pas bien. Les salariés ils sont toujours en arrêt maladie, etc., etc. À chaque fois porter la faute sur des éléments extérieurs. Moi demain, heureusement j'ai pas ça, mais demain si c'est le cas, je me pose la question sur le management déjà. Si les salariés ça va pas. Mais... De toute manière, il y a une règle très simple, c'est que le chef d'entreprise a les salariés qui méritent, la clientèle qui mérite. Il faut arrêter de toujours. Moi je connais des gens aussi, des gens qui parlent d'eux tout le temps. Même en entretien, je suis expert quand je reçois la personne, elle parle tout le temps d'elle. Et ces gens-là, c'est pas les gens qui réussissent le mieux. Les gens qui réussissent le mieux, c'est les personnes qui sont humbles en fait. C'est l'humilité, l'authenticité, de ne pas se raconter d'histoire, être simple, écouter les conseils. Et de toute manière, moi, je sais très bien où j'en suis arrivé. Là, j'ai quand même 14 salariés, donc je suis quand même content, j'ai une belle réussite professionnelle. Mais je suis moi en fait, j'ai pas un QI extraordinaire, je suis d'une intelligence totalement normale. J'ai ma personnalité mais j'ai rien de plus, hein, je vois pas à travers les murs. Enfin voilà, je suis normal, j'ai juste gravé les échelons petit à petit, j'ai pris mes chaussures et puis j'ai marché et puis je suis arrivé là. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Ouais. Mais il faut juste être humble, il faut arrêter de se raconter des histoires. Quel lien tu pourrais faire avec ProcessCom dans ce cadre-là, justement, sur l'authenticité, le fait d'apprendre à se connaître? Est-ce que tu dirais qu'il y a eu quand même un avant-après, quand tu as été accompagné autour de ça? Le plus gros du truc, c'est quand même mon expérience en tant que chef d'entreprise. Mais après, en effet, ProcessCom, ça m'a aidé. Ça m'a aidé vraiment. Et ça a aidé aussi mon équipe à mieux comprendre aussi comment elle fonctionne. C'est vrai que le fait de comprendre que je suis promoteur, ça m'aide à comprendre pourquoi est-ce que j'ai tant envie de développer, pourquoi est-ce que je me sens si bien quand ça bouge, etc.
Et pourquoi ça m'excite un peu, hein, c'est ce côté palpitant. Ah ouais. Et moi, demain j'ai des problèmes dans ma boîte, je vais y aller quoi, Ah ouais. je vais être fougueux. Et je comprends pourquoi par exemple des difficultés à échanger parfois avec mes salariés, à différence de perception Ouais. avec parfois mes salariés. Parce que par exemple, j'ai des analyseurs dans mon équipe, donc des personnes qui sont carrées, etc., qui ont besoin d'arriver à l'heure. Il y a les mollos. Et en fait, quand ils ont devant eux un spécimen comme moi qui est tout fou d'avoir des contrats de mission, etc., moi je veux développer. Bah, eux, c'est mollo quoi. Je comprenais pas trop. Et en fait, je comprends maintenant pourquoi il y a des différences de perception. Et en fait, le fait d'avoir aussi, parce que certains de mes salariés ont fait aussi leur modèle process com, en fait, ça met en lumière certaines choses. À comprendre que chaque personne, bien sûr, a sa propre personnalité qui est au-delà, bien sûr, du process com. Mais c'est en tout cas un indice de quels sont les besoins de chaque personne, en fait. Et c'est intéressant. Tu parles de perception, c'est ça, hein, c'est définitivement ça, d'être capable de coupler les perceptions et de comprendre que ta manière que tu as de développer, d'être fougueux, comme tu dis, d'aller chercher les challenges, les défis, les opportunités, pour un analyseur, en l'occurrence, c'est plutôt de dire, attends, si je veux faire un travail de qualité, mollo, de quoi on a besoin, est-ce qu'on a tout, et à poser plein de questions pour dire, moi c'est ça dont j'ai besoin pour me permettre de développer. Et sans ça, j'irai pas, en fait. Ouais. Et donc toi, ça peut être aussi un espèce de compris, en tout cas, ça pourrait être compris comme un frein en disant arrête de poser des questions, vas-y. Et coupler ces perceptions-là, c'est ça qui fait la vraie performance. C'est ça, ouais. Il faut comprendre, il faut faire des compromis. Là où moi j'ai envie de développer, ben en fait, je développe, hein, mais je le dis pas. Je le dis pas. Ok. Je le dis pas, je le cache. Et puis après, un contrat de mission, j'y vais tranquille. Non, mais après. Tu fonctionnes différemment du coup. Ouais, je fonctionne différemment. Après, c'est aussi beaucoup de la tolérance. C'est-à-dire que faut bien comprendre aussi une chose, c'est que ma perception n'est pas la vérité absolue. En fait, j'ai pas raison. En fait, faut bien comprendre ça aussi. Hein. Un chef d'entreprise n'a pas raison. Je fais des erreurs à longueur de temps, etc. Donc ça, j'en ai bien conscience. Donc, je continue ma personnalité. Je comprends les réactions des autres, et puis après aussi, ces personnes-là aussi ne sont pas chez l'entreprise, hein, aussi, donc c'est différent de moi, donc je l'accepte, tout à fait, je l'accepte vraiment. Ouais. Et après, il y a aussi une chose que j'avais pas dit, c'est dans mon management, en fait, aussi, et ça c'est un conseil que je voudrais donner aux chefs d'entreprise, c'est à un moment donné, si vous voulez développer et développer plus, déléguer. Déléguer et faut déléguer. Déléguer tout ce que vous pouvez déléguer, vous le déléguez. Tout ce que vous pouvez, faites confiance. Et moi par exemple là j'ai 14 salariés. Mais en fait les personnes avec qui j'ai affaire directement, c'est mon assistante de direction, ma responsable juridique, mon responsable social et mon chef de groupe qui gère les comptables. Donc en fait, au lieu de gérer 14 personnes, j'en gère 4. Et donc ça, c'est une vraie chance. Et en plus, après, il faut aussi accepter un truc, c'est que faut accepter ses limites. Est-ce que moi, je suis meilleur, par exemple, à manager des salariés ou à développer? Parce que ce sont deux choses différentes. Développer, ça implique d'aller dans l'action, d'aller vite, etc. Faut aller vite, faut bouger, faut convaincre, bim, voilà. Manager, il faut prendre du temps, il faut se poser, il faut écouter les besoins des salariés, il faut analyser, il faut l'écouter, il faut le comprendre, il faut faire des points avec eux, il faut l'accompagner, etc. Mais je peux pas faire. Déjà, d'une part, je suis moins bon à faire ça qu'à développer. D'autre part, si je faisais ça, je ne pourrais pas développer. Donc en fait, j'ai travaillé avec Alexandre, justement, qui est dans le collectif, voilà. Et qui m'a bien accompagné aussi pendant 1 an, et qui m'a dit, cette partie management, délègue-la. Je l'ai délégué à Vincent, et là ça se passe là en fait. Ouais. Et du coup, on me décharge aussi de cette partie pour pouvoir développer. Parce qu'avant que ce soit Vincent qui gère, je trouve que j'avais pas forcément l'écoute, parce que j'avais pas le temps, parce que moi je suis pas, c'est pas ma personnalité, ce sont mes limites, tu vois, mes limites c'est ça aussi. Et c'est intéressant que tu partages ça. Alors petit teasing pour les personnes qui nous écoutent à l'heure actuelle.
Alexandre, avec lequel je travaille autour de Processcom, effectivement, interviendra pour parler de son expertise, de ce qu'il fait, peut-être avec toi, hein, étant donné qu'effectivement on a participé ensemble à ce podcast. Mais développer le collectif, c'est vraiment son expertise et c'est pour ça qu'il est intervenu voilà, dans ton management, dans ton univers, dans ton entreprise, pour te permettre toi de prendre cette hauteur-là. Moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est déjà bravo, parce que tout ce que tu as pu développer là d'où tu viens, d'avoir eu cette capacité, cette intelligence, quand bien même on est multi-intelligent bien sûr, mais d'avoir perçu ça, de prendre ce recul, cette hauteur, pour différencier la vision d'entreprise, le développement et le management, et vraiment te positionner par rapport à tout ça. Bravo, parce que ça t'a vraiment permis, je le sens, de t'autoriser aussi à lâcher et à faire autre chose, à ce qui te préoccupe et ce dont tu as besoin, ce qui t'excite, comme tu disais, le plus, et d'être excellent, d'exceller là où tu es le meilleur, quoi, quelque part, tu vois, pour justement te permettre aussi d'aller développer d'autres compétences, mais en humilité, en ayant conscience de qui tu es, en authenticité. Ouais. Donc ce que tu dis, tu l'as réalisé toi-même. Ouais, l'humilité, c'est hyper important. Ouais, c'est vraiment la base. Voilà. Donc là où on en est, on arrive à la fin de cette interview, ce serait quoi la suite pour toi en termes de développement? Comment tu te vois te développer au-delà de ton épanouissement personnel? Qu'est-ce qui resterait, tu vois, si tu avais une compétence là, que tu aimerais développer, acquérir, ce serait quoi? Bah là, je suis en train de voir pour un cabinet. Okay. Il faut que je me soigne. Hein. Je suis mal à développer. Là, je vous parle d'avoir plus d'équilibre personnel et tout, mais en fait, je vais racheter un cabinet. Donc, c'est pas top. Non, j'ai envie d'étendre un peu, mon influence. Ouais. D'étendre mon influence avec des croissances externes, avec. Moi, je vis que par le projet. Si demain, on me dit Philippe, tu peux plus développer ta expertise, bon bah. Tu créeras ailleurs. Ouais, je créerai ailleurs ou bien j'embauche un mec qui gère le cabinet et puis moi de mon côté je fais chose quoi. Et je veux dire aussi que là depuis ces 5 ans de création de PM Expertise, en tout cas je parle pour moi, mais c'était énormément de... J'ai énormément évolué en moi. Bah oui, en fait. Personnellement. Ah, on l'entend. J'ai une vision de la vie qui est différente. Parce que quand je crée mon cabinet, j'avais pas de confiance. Et là, j'ai une grande confiance en ce que je peux faire, en tout cas sur le plan professionnel. Et je me suis appris un peu comment je fonctionnais. Et ce que j'ai vu, c'était quand même positif. C'est-à-dire que je me sentais pas capable et je ne me sentais pas capable de faire ce que j'ai fait. Je suis quand même fier d'avoir pu être résilient, par exemple, parce qu'il y a des fois où en fait on a envie de tout lâcher, etc. Le soir à 23h quand on est sur le bureau face au problème, on a beau avoir une équipe, on a beau avoir des partenaires, mais en fait on est tout seul. J'ai pu en effet avoir une certaine intelligence de me dire où est-ce qu'on peut aller, est-ce que je peux développer, etc. Enfin, ça m'a fait beaucoup, ouais, ça m'a beaucoup appris. Là, ce que ça me dit, c'est que quand bien même tu souhaites encore développer, tu iras avec de nouvelles cartes dans ton... Merci en tout cas Philippe pour cette interview. Ça m'a fait grand plaisir de pouvoir partager ton histoire, que tu puisses partager aux auditeurs, aux chefs d'entreprise qui nous écoutent tes conseils et peut-être que de générer ce déclic en disant il serait peut-être temps que je m'attaque à moi. Moi, ce que je retiens en termes de messages. Voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de retenir de notre échange aujourd'hui? Comment tu te sens? Voilà. Quoi tu repars? Je me sentais un petit peu stressé parce que je n'ai pas l'habitude de cet exercice. Ouais. Ça que parler, etc. C'est tout un art, de l'élocution, etc. Je me sentais un peu stressé, après je suis content d'avoir pu délivrer ce message. Après, chaque chef d'entreprise crée son histoire. Il n'y a pas un bon mode de développement d'entreprise. Il n'y a pas un mode de développement avec une ligne, maintenant ça se saurait. Ça se saurait. Donc, et puis le succès aussi n'est pas forcément financier. Le succès se voit dans plein de choses, il n'y a pas que le chiffre d'affaires, il n'y a pas que le truc. Moi, avant, je vais vous dire, là je suis à peu près à 1 million de chiffre d'affaires. Moi, la chose dont je suis la plus fier, c'est l'équipe que j'ai. On a réussi à créer cette atmosphère, et de manière plus générale, l'équipe, mais de manière plus générale, l'ambiance, l'immatériel en fait, de PM Expertise. La notoriété, la relation client, l'ensemble. Prends
prendre Ouais. soin dans 360 aussi. Alors je le partage aussi pour ceux qui nous écoutent. Quand je suis arrivée ce matin, c'est des gens souriants que j'ai vus, qui étaient contents d'être là, et vraiment des personnes qui étaient bien installées, en train de rigoler entre elles et de travailler en même temps. Ouais. Enfin, voilà. Et donc ça, c'est chouette pour ça. Merci. Merci beaucoup Philippe. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci. À plaisir du coup. C'est la fin de ce premier épisode en lien avec les interviews de l'année. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un avis en commentaire si vous avez des questions à poser à Philippe. Ça aide grandement à développer cette thématique si vous l'avez appréciée. Et si vous souhaitez en savoir plus sur comment mettre en œuvre les choses dans votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée où que vous soyez. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Bye bye tout le monde.